Merci Louis-Philippe. Donc, pour mettre la table, aujourd'hui, on a pensé que ce serait intéressant de faire un tour d'horizon de la propagation de la peste porcine au niveau mondial. Puis pour faire ça, on a un invité spécial qui est M. Vincent Terbic, qui est rédacteur en chef du magazine Pig Progress. Donc, M. Terbic va être avec nous en vidéoconférence. M. Terbic travaille pour Pig Progress depuis 2005. Il est devenu rédacteur en chef du magazine et du site Internet 2 ans plus tard. Avant de joindre Read Business Information, qui est devenu plus tard Miset, il a travaillé comme journaliste dans un journal néerlandais et comme professeur d'université. Il est diplômé de l'Université de Groningen en 2001 et titulaire d'une maîtrise en histoire et en journalisme et a suivi un cursus post-universitaire en journalisme au Royaume-Uni. Comme il s'appelle un immigrant agricole, puisqu'il ne vient pas du domaine, mais il a rapidement fait ses armes dans l'industrie porcine et il est néanmoins capable d'observer la filière porcine sous un autre angle et n'hésitera pas à le faire régulièrement. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Vincent Terbic et sa présentation sur la propagation mondiale de la PPA. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que tout va bien se passer. Je l'espère bien. Je vais maintenant passer à l'écran. On me dit que tout est bien. Très bien. Mais je vais parler en anglais parce que mon français n'est pas très bien. Alors, I hope you will manage with listening. Alors, j'espère que vous allez vous débrouiller avec mon anglais. Comme le président vient de le dire en me présentant, je vais essayer de présenter un peu l'état des lieux de la fièvre porcine. Et je vais faire cette présentation de sorte que vous puissiez avoir une bonne vision de la situation. Quelques mots en matière d'introduction. Je travaille donc pour un journal qui s'appelle Pig Progress. Ça existe depuis 40 ans. On a commencé en 84 comme un magazine, mais au fil des ans, on a ajouté un site web, un bulletin, etc., un podcast. Alors, on veut toucher un peu à tout. Je ne travaille pas seul, bien sûr. J'ai des collègues qui s'occupent de questions laitières, d'aliments, les volailles et aussi de l'agriculture d'avant-garde. On est situé dans l'est des Pays-Bas. Quelques mots sur moi. Vous voyez, je porte le même habit maintenant. J'ai 48 ans. Je suis probablement d'un dossier. Je viens d'un monde qui n'est pas le plus prisé devant une salle d'agriculteurs. J'ai passé en histoire en journalisme il y a 20 ans. J'ai vraiment appris de quoi les cochons ont l'air. Alors, j'ai été présent un peu partout dans le monde, dans une centaine de pays. J'ai été dans des fermes en Ontario, au Québec cette année. Donc, j'ai eu la chance de visiter votre province au Canada plus tôt cette année. Alors, j'aimerais commencer avec quelques réflexions globales sur la peste porcine africaine. C'est bien de commencer comme ça, je crois. Comme journaliste, j'ai essayé de suivre l'étendue de la fièvre de la peste porcine. Je me réfère un peu à l'Organisation mondiale de la santé animale. Tous les problèmes de santé animale sont documentés dans cet organisme, pas seulement le nombre d'animaux qui sont affectés, mais aussi la localisation. Aussi, j'essaie de suivre les activités locales, les médias sociaux, pour voir vraiment de quoi ces situations ont l'air. Il y a un certain paradoxe dans tout ça, par contre.
parce qu'il y a certains pays qui ont beaucoup de structures vétérinaires solides et qui ont la réputation d'être transparentes et ouvertes d'esprit. Mais quand il y a un cas de peste porcine dans ces pays-là, vous allez voir que l'information disponible peut donner l'impression qu'ils ont un problème majeur. Le Bélarus ne rapporte pas beaucoup, par exemple. Alors, ça semble n'avoir aucun cas de peste porcine, mais ça dépend de comment c'est dévoilé. Alors, cela n'est pas toujours facile à suivre. Ce que je peux dire pour ce qui est de la présence de la peste porcine dans le monde, c'est que le comportement humain fait une grosse différence pour voir si la maladie va se répandre rapidement ou non. Souvent, dans certains pays, on voit qu'ils décident de se débarrasser des cochons quand il est trop tard, ou ils ne disposent pas des carcasses correctement, ou par exemple, il y a des problèmes de chasse. Aussi, il y a les animaux sauvages. Alors, parfois, tout ça mis ensemble fait que le problème s'exacerbe plutôt que de se diminuer. Alors, il faut se rappeler que le virus a besoin d'un réservoir biologique. C'est une vue d'ensemble ici qui montre où le virus s'est dispersé depuis 2007, lorsque c'est apparu la première fois hors d'Afrique, le génotype 2. C'est apparu en Afrique et ça s'est distribué partout dans le monde. Il y a 2 pays en vert ici, j'en parlerai tout à l'heure. Ce sont des pays où la peste africaine a été contrôlée. Et un pays en bleu, c'est complètement éliminé, où il n'y avait aucun cas. Et c'est Taïwan. Alors, j'ai une question pour vous. Je sais que ça va être difficile de remplir ça, là, mais c'est un sujet de réflexion. Combien de fois le virus de la peste porcine africaine a-t-il réussi à traverser l'Atlantique? 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois? D'ici la fin de la présentation, j'espère que je pourrai vous donner une réponse à cette question. Maintenant, commençons par le premier continent en cause, l'Afrique. J'en parlerai brièvement. C'est le continent d'où est venu le virus. Ça a été ça a été premièrement décrit pour la première fois au Kenya en 2021 et depuis, c'est endémique en Afrique subsaharienne. On parle de cycle sylvatique, c'est-à-dire que le virus ça inclut les phacochères et les tiques molles. Pendant longtemps, le virus était resté inintéressant parce que l'Afrique subsaharienne est un endroit où on devait tant s'occuper de ce virus. Ce n'était pas économiquement intéressant comme région. C'est important de faire une différence entre les génotypes variés de ce virus. Le génotype 1 s'est répandu en Europe occidentale en 1957, est apparu au sud de l'Europe et là depuis pas mal de décennies. Et de là, c'est allé dans les Amériques. Et en 1995, ça a été contrôlé. Ce génotype était aussi encore endémique en Sardaigne, une île italienne, jusqu'à cet été. Alors, ça a duré tout ce temps-là en Europe. Mais maintenant, on voit que le génotype 2 est en train de créer des problèmes les plus importants. Je ne veux pas trop vous inquiéter, mais selon la recherche, il y a encore 4 autres génotypes présents en Afrique et la carte montre ça un peu, même si c'était à une époque où on pensait qu'il y avait 21 génotypes. Maintenant, la science met l'accent sur 4 autres génotypes seulement. Alors maintenant, parlons de l'Europe, parce que c'est le secteur où moi je suis. Alors, en mauve, c'est là où on a trouvé le virus depuis 2017, en Géorgie, Arménie, l'Azerbaïdjan. Ça a voyagé en Russie vers le nord et tout à coup, ça fait un saut important. C'est un modèle assez caractéristique de la dispersion de ce virus. C'est allé à Saint-Pétersbourg, après ça l'Ukraine, les États baltiques, la Pologne, les Balkans. En 2010, c'est apparu en Belgique
En 2020, après la Belgique, c'est arrivé en Allemagne. En 2022, c'est entré en Italie. Et en 2023, c'est l'an dernier, donc en Suède. Tous ces pays à gauche, j'en parlerai brièvement. Ça sera très... Ne vous inquiétez pas, je vais faire ça vite. Quelques mots maintenant sur l'Europe en général, parce que l'Union européenne a une politique pour ce qui est de ces cas de peste porcine. Alors, on distingue les animaux domestiques et les animaux sauvages. L'Union européenne a identifié des zones. Il y a différentes politiques selon les zones. Pour ce qui est de le transport, les abattages, les tests, les interdictions, les chasses et la surveillance, etc. Bien sûr, au sein de l'Union européenne, il y a une régionalisation qui se produit. Ça veut dire que si on a des cas au nord de l'Allemagne, ça ne veut pas dire que le sud de l'Allemagne ne peut pas exporter des animaux ailleurs à l'Union européenne. Mais il y a des pays qui vont quand même fermer leurs frontières, quoi qu'il arrive. C'est une dynamique assez normale. Le premier pays dont j'aimerais parler, c'est la République tchèque, parce que la République tchèque a été le premier pays où la maladie est apparue et où ça a été contrôlé. Ça s'est produit entre 2017 et 2018. C'était d'abord les porcs sauvages qui ont été infectés, mais ils ont réussi à contrôler ça. Entre 220 et 230 porcs sauvages sont morts, ont été testés positifs, mais ils ont réussi à contrôler ça par la suite. La République tchèque a contrôlé ça, mais malheureusement, quelques années plus tard, en 2020, il y a eu d'autres infections ailleurs dans le pays. Mais c'est intéressant d'explorer pourquoi et comment les Tchèques ont réussi à contrôler ça. Et voici des diapos qui montrent comment les autorités tchèques ont réagi. C'est l'approche européenne de façon générale. Quand il y a des cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils nettoient la région. Au lieu de chasser l'animal, ils font le contraire. Ils veulent pas... On ne veut pas des animaux qui sont infectés, qui s'éloignent et qui migrent ailleurs. On veut qu'ils restent au même endroit. On ne veut pas qu'ils distribuent le virus ailleurs. Alors, on essaie de les réunir au même endroit. Alors, on faisait en sorte que les cochons sauvages restent là où ils sont. Il y a comme un réservoir. On essayait de chasser les cochons sauvages dans cette région pour qu'ils soient tous tués, pour que le virus ne se sauve pas ailleurs et n'infecte d'autres animaux. Quand ils étaient pas mal sûrs que dans la région autour de cette zone, il y avait plus d'animaux vivants, c'est là qu'ils entraient. Et s'il y en avait d'autres qui étaient encore vivants, ils les tuaient. Ça, c'est l'approche qui a fonctionné en République tchèque et c'est une approche qui a fonctionné en Belgique où ça s'est produit en 2018 et 2020 au sud du pays. Alors, il y avait une infection. Ils essayaient d'introduire des cochons sauvages pour la chasse de l'Est de l'Europe. Il y a eu une infection qui s'est distribuée un peu. En tout, il y a eu 833 carcasses qui ont été trouvées, mais la même approche a été adoptée et ils ont réussi à contrôler ça. Et pour le moment, la Belgique est un des deux pays qui a été déclaré sans peste porcine. Et c'est toujours le cas. L'autre, c'est la Suède. Et c'était la raison. Il y a eu un seul cas en plein milieu du pays, assez étonnant. On a eu la même approche. Il y a eu 70 décès il y a 2 mois. Ça a été déclaré. La Suède a été déclarée sans peste porcine. Maintenant, voyons d'autres pays, parce que cette approche ne peut pas être utilisée, par exemple, en Allemagne, parce que, comme vous pouvez le voir, la situation a été un peu perdue ici. Comme l'Allemagne partage une bonne frontière avec la Pologne, il y a une pression constante ici. Il y a un risque que ces cochons traversent la frontière.
Alors, en Saxonie, par exemple, ils connaissent ces problèmes-là fréquemment. Ils doivent travailler sur une stratégie à long terme pour éliminer le virus. En même temps, on voit au sud-ouest de l'Allemagne, cet été, par exemple, il y a eu une infection tout à coup qui est apparue, surtout due au comportement humain. Probablement, quelqu'un a pris un sandwich infecté, l'a lancé par la fenêtre. C'est une façon typique de comment ça peut se distribuer. On voit dans le coin ici, ils ont beaucoup de difficultés à contrôler la situation. Ici, c'est une illustration schématique d'il y a quelques semaines. Il y a eu 50 autres carcasses qui ont été trouvées. Donc, c'est un problème fréquent. Ce n'est pas contrôlé pour le moment. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a 10 fermes qui ont été infectées ici. Aussi, l'Italie a un problème maintenant. C'est un peu curieux parce que l'Italie n'a pas de frontière avec d'autres pays infectés. En fait, le virus est apparu à 5 endroits différents en Italie. 4 d'entre eux sont sous contrôle, près de Naples, au sud, en Sardaigne. C'est 4 près de Rome. Donc, ce sont des infections limitées, c'est sous contrôle. Le gros problème, c'est au nord, entre Milan et Gênes. Il y a une concentration de fermes là, et c'est tout un secteur où des cochons sauvages ont été infectés, des sangliers. Il y a environ 230 000 animaux qui ont dû être tués. Parce que s'il y en a un seul qui est trouvé, bien évidemment, selon les réglementations de l'Union européenne, s'il y en a un sur une ferme qui est infecté, tous les animaux doivent être abattus. Alors, voilà ce qu'ils ont du mal à contrôler ça. Donc, au nord de l'Italie. Le dernier pays dont j'aimerais parler en Europe, c'est la Roumanie. Cette carte que vous voyez ici, c'est une carte d'il y a quelques années, mais ça montre clairement quel était le problème. Parce que c'était pas juste une ferme comme ça par hasard, un sanglier qui a été infecté. Le virus s'était vraiment répandu partout dans le pays, n'importe où dans le pays. Dans les pays voisins aussi, la Serbie, la Bulgarie, la Moldavie, etc. C'est probablement dû à l'organisation de l'industrie du porc en Roumanie, avec peu de biosécurité, de petites fermes, un peu de corruption aussi. Tout cela contribue à faire de la Roumanie le pays le plus infecté. Ça montrait un peu comment le virus peut se répandre rapidement. En Europe, on peut donc résumer on peut résumer ainsi. Il y a une tendance à rapporter cela rapidement, de façon efficace. On voit que dans l'Europe de l'Ouest, ça a été surtout à travers les cochons domestiques, avec quelques cas dans les fermes. Et pour le moment, l'Italie et l'Allemagne sont sujets à de fortes pressions. Pour ce qui est de la vaccination, j'en parlerai un peu plus tard. Maintenant, je vais en Asie, parce que les patterns qu'on vient de voir en Roumanie, ça s'applique aussi à l'Asie en grande partie. La Russie asiatique, la Sibérie, ça a migré rapidement vers la Chine en 2018. Ensuite, ça s'est retrouvé à Taïwan, avec aussi le fait que c'était surtout lié à des animaux qui étaient traînés sur la rive plutôt que des productions internes. Ensuite, ça s'est distribué ailleurs en Asie. Et ça a été confirmé l'an dernier au Sri Lanka. La semaine dernière. Alors, voilà la situation actuelle. Seulement le Japon a réussi à éviter ce problème. Et Brunei aussi. Mais je pense qu'ils n'ont carrément pas de porc là-bas. Quelques mots sur la Chine.
c'est difficile d'avoir une bonne idée de ce qui se passe en Chine parce que la Chine n'a pas été très transparente en termes de communication quant à leurs chiffres, mais on sait en tout cas qu'ils ont eu, il y a eu un impact très fort sur l'industrie du porc en Chine, mais dans quelle mesure c'est difficile à évaluer. Si on compare les données de l'Organisation mondiale de l'alimentation, on voit qu'il y a une réduction de 30 des troupeaux de porc. Mais c'est peut-être même un peu conservateur comme estimation. Comme on peut voir aussi, ce qui a été rapporté, c'était 206 foyers qui ont été signalés. Mais il doit en avoir bien davantage. Ainsi, en Chine, ceux qui s'en sortent, ils font beaucoup d'argent parce que ça a un effet sur la quantité de porc qui est disponible sur le marché. Ceux qui font cet argent ont vu qu'ils devaient compenser leur stock. Et il y a eu des tentatives pour créer un vaccin, mais en même temps, il y a eu une tendance d'utiliser des vaccins illégaux pour trouver des solutions parce que tout à coup, il y a le génotype 1 qui apparaît et le génotype 2 qui se mélange. Ça pourrait créer de nouveaux virus. Donc, c'est un mélange dangereux de ce qui se passe là-bas. Si on va un peu plus loin à Taïwan, j'ai déjà mentionné qu'il y avait quelques cas de carcasses qui ont été traînées par la mer sur les rivages. Parce que 16 animaux donc, ont été déversés sur les rivages, surtout sur les deux petites îles face au continent chinois, mais qui appartiennent à Taïwan. Comme ils sont apparus sur les rivages, les Taïwanais en ont parlé, ont fait un rapport. Donc, quand c'est arrivé à Taipei, ça avait l'air de ça. Ils ont fait des tests et ils ont vu que c'était la peste porcine. Alors, c'est difficile de trouver des cas sur le continent. Mais clairement, c'est arrivé dans l'eau, puis ça a été finalement déversé sur les rivages de Taïwan. Donc, c'est arrivé de quelque part. Quand on regarde le Vietnam maintenant, parfois, c'est difficile d'évaluer les chiffres correctement. Parfois, les rapports il y a des rapports qui ne sont pas très, très clairs. Mais enfin, il est question de 63 provinces infectées. C'est à peu près tout ce qu'on a comme information. Mais si on regarde les chiffres de l'Organisation mondiale de l'alimentation, on voit qu'il y a à peu près 30 de pertes dans les troupeaux. Il y a des cas encore qui sont rapportés. On essaie de reconstruire l'industrie. Le Vietnam est le pays qui a rapporté le plus d'activités en termes de vaccination pour le moment. Intéressant de mentionner, si on voit une carte de la Corée du Sud, c'est un pays très intéressant parce que la Corée du Sud rapporte à peu près comme les pays européens. Chaque porc testé positif pour la peste porcine est envoyé à l'Organisation mondiale. Et soudain, on a une vision complètement différente quand on collige toutes ces données. Parce qu'au niveau très détaillé, on voit que c'est... For instance, when I checked last month, there were more than 4,000. Alors, donc, on voit que 4179 porcs sauvages qui ont été infectés. Ça m'a fait penser que si la fièvre porcine est endémique dans les porcs sauvages, c'est important pour l'industrie du porc de le savoir. Cette étude de l'Université de Queensland a confirmé exactement la chose. Ils ont suivi une population de sangliers en Malaisie et ils ont aussi été confrontés à des situations de peste porcine et on a vu qu'il y avait un certain nombre d'animaux qui sont morts à cause de ça. C'était une bonne confirmation qu'en effet, donc ce problème a eu lieu, effectivement. Quand on regarde les Philippines, comme tout autre pays, il y a une propagation dans toute la population sur l'île. Il y a une recherche intéressante sur laquelle j'ai fait un rapport dans Pig Progress par Dr. Jesper
Sioux de l'Université du Minnesota, ils ont fait une recherche sur la propagation du virus aux Philippines. Ils ont découvert qu'il y avait un certain patron. À chaque fois qu'il y a un ouragan, c'est là qu'on voit un pic dans l'éclosion. Et hors saison, il y a eu 2 pics et c'était lié au comportement humain. Ils avaient besoin d'argent pour trouver les meilleurs endroits. Donc, ils ont trouvé un certain patron. Si je conclus pour l'Asie, donc la propagation rapide était due au comportement humain et aussi à la situation climatique. Il y a des prospects en termes des bonnes perspectives de vaccination. J'aimerais parler aussi des Amériques, parce que c'est ce qui est le plus près de vous. Et aussi, Haïti, la République dominicaine, c'est là où ça s'est produit. Et ce sont les seuls pays qui ont été affectés dans les Amériques à l'heure actuelle. Ils ont rapporté des éclosions. Ils ont rapporté à l'Organisation mondiale pour la santé animale, mais ça vous donne une bonne idée. J'ai parlé aux 2 personnes responsables de l'industrie du sport. À cet endroit, ils ont indiqué que la taille de l'industrie était de 1,8 million de têtes. C'était d'une valeur considérable. Et vous pouvez voir ici que la réduction du troupeau était de 25 %. C'est difficile d'avoir de l'information d'Haïti. Ce pays n'a pas la meilleure réputation. En fait, par rapport à tout, c'est un État en faillite. Et ce qui se passe avec la peste porcine africaine, c'est à nous de deviner. Donc, les gens ont d'autres chats à fouetter dans ce pays. C'est intéressant, par contre, de savoir qu'une route d'infection, si ça allait au nord, ça pourrait passer vers les porcs sauvages et ça pourrait se ramasser sur le continent. Ça pourrait se produire. Ça pourrait passer par le Mexique parce que les porcs sauvages existent au Mexique. Je suis historien, donc quelques mots sur l'histoire de la peste porcine africaine. Dans les années 70 et 80, la peste porcine a traversé l'Atlantique. Ici, on voit quelques images. Et quand on le met sur une ligne du temps, voici à quoi ça ressemble. Ça s'est produit en 71 à Cuba, en 78 dans 4 pays, dans les Caraïbes. Et à droite, vous voyez la situation actuelle. La question, c'est quand ça s'est produit en 78 à 1983, ça s'est passé au Brésil, puis dans les Caraïbes. Ensuite, dans les Caraïbes et Brésil. Mais est-ce qu'on parle de 2 infections distinctes? Quand on regarde l'histoire, donc la dernière version est plus valable. Donc, la peste porcine africaine a traversé l'Atlantique 2 fois. Quelques mots sur le remède. Au Vietnam, on est en train de regarder l'utilisation de vaccins. Et 3 entreprises travaillent sur un vaccin vivant. AVAC, par exemple, l'a introduit sur le marché vietnamien et est en train de le déployer aux Philippines. Je comprends aussi que la République dominicaine essaie d'introduire un vaccin du Vietnam. Ce n'est pas le vaccin AVAC, à ce que je sache, et je sais qu'en arrière-plan, il y a d'autres pays et d'autres initiatives qui se produisent, mais ça prend énormément de temps avant qu'un vaccin soit prêt. Est-ce que si c'était prêt en Europe, ça serait utilisé pour des porcs sauvages parce qu'on a la politique d'éradiquer le virus au lieu de le contrôler par vaccin? Dernière chose dont je veux parler, c'est la voie d'alimentation. Ça peut aider à contrôler le virus. Dans les années récentes, on a vu qu'il y a beaucoup de traitements thermiques et certaines choses qui peuvent retarder les effets du virus. Quelques conclusions. Donc, la question quiz, c'est 4 fois si vous avez porté attention. Donc, ce n'est pas pour vous alarmer, mais le virus a traversé l'Atlantique 4 fois au fil du temps. Ce que vous devez retenir ici, c'est qu'aucun pays n'est à l'abri de la PPA. Le virus a besoin d'un réservoir. Il peut se propager par des matières contaminées. Le comportement humain est crucial à la fois pour la propagation et la lutte contre la peste africaine.
Et si on tue l'ensemble du troupeau, c'est mauvais. Il faut chercher à contrôler, mais pour les porcs sauvages, c'est plus difficile. La vaccination est prometteuse dans les pays en développement. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai respecté mon temps et ça me fera plaisir de prendre vos questions. Merci, Vincent. On va prendre une ou deux questions. Monsieur Terbic. Good morning, good morning. Bonjour, ici, peut-être pas là-bas. René Roy, producteur de porc au Québec. J'aimerais savoir, de par votre expérience en Europe, avez-vous des conseils pour le Canada quant à la préparation ou pour s'assurer que ça n'apparaisse pas ici, avec toute l'expérience que vous avez vécue en Europe? Merci pour la question. Ce que le Canada fait est exceptionnel parce que de nombreux pays ont sous-estimé la PPA. Ils pensent toujours que c'est un problème qui se passe ailleurs. Ça n'arriverait pas ici. Et ils commencent à poser des questions quand c'est trop tard. Et je pense qu'au Canada, ce n'est pas le cas. J'ai vu de nombreuses initiatives et des groupes de réflexion, par exemple. Et on travaille sur des politiques pour contrer le virus. Le Canada, contrairement au Danemark, ne peut pas construire une clôture du côté des États-Unis pour empêcher la migration des porcs sauvages, parce que la frontière est trop longue. Donc, accroître la vigilance à des endroits où les porcs peuvent entrer au pays, donc les ports, les aéroports, ce serait très important. D'y réduire les risques le plus possible et avoir des politiques claires en place au cas où le virus apparaît. On veut s'assurer qu'il y ait une régionalisation et des discussions. Donc, les États-Unis, par exemple, ne fermeront pas les frontières dès que le virus apparaîtrait en Alberta, par exemple, parce que le Québec n'en souffrira pas. Merci, c'est tout le temps que nous avions. Merci pour votre excellente présentation, très informative. On va rester en contact. Merci.